Les circonstances dans lesquelles Alino Fasso a trouvé la mort sont désormais connues. Arrêté abusivement sans la moindre preuve d'infraction à la loi ivoirienne depuis 6 mois, Alino Fasso a été constamment torturé, interrogé, harcelé. On tenait à lui imposer de faire des aveux ayant pour but d'incriminer des innocents. On tenait à amener Alino Fasso à accréditer la thèse d'un complot du gouvernement burkinabé, du régime du président Ibrahim Traoré contre le régime infect de Ouattara. Alino Fasso n'a pas plié, il n'a pas menti, il a résisté à la douleur, à la souffrance horrible qu'on lui imposait, il n'a accusé aucun innocent. On a voulu faire porter à Alino Fasso la responsabilité d'accuser, soi-disant des Ivoiriens, d'être en train de comploter contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara. On a voulu à tout prix qu'Alino Fasso accuse le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, d'être à la manœuvre pour un coup d'État contre Ouattara. Alino Fasso a refusé d'accuser sur des bases inexistantes. On a voulu qu'Alino Fasso mouille par tous les moyens possibles le président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Alino Fasso a refusé, malgré la brutalité des sévices qui lui étaient infligés, d'accuser le Woody de Mama. On a tout fait pour établir un lien, soi-disant, entre donc Alino Fasso et notre frère, le militant panafricaniste révolutionnaire, activiste communicant du Burkina Faso, Ibrahima Maïga, qui fait un travail remarquable, non seulement pour la cause de son pays, mais pour toute celle de l'Afrique, sur le plan de la communication depuis le continent américain. Alino Fasso, sous le coup de la torture, de la brutalité, du cynisme, de la méchanceté, a refusé d'accuser Ibrahima Maïga de ce que celui-ci n'a pas fait. C'est sous le coup de cette torture répétée, accélérée par Alassane Dramane Ouattara, accélérée par Téné Birahima Ouattara, accélérée par toute la machine criminelle qui gravite autour de ces deux ennemis du peuple ivoirien, ennemis du peuple burkinabé, ennemis du peuple africain. C'est lors de l'une de ces cérémonies, de ces phases de torture diabolique que le cœur d'Alino Fasso a lâché et que l'enfant d'autrui est mort dans les mains d'Alassane Dramane Ouattara. Tels sont les faits qu'il nous faut maintenant apprécier politiquement. Tels sont les faits de l'assassinat scabreux, crapuleux, diabolique, un assassinat pervers, cynique, sadique, un assassinat abominable qui vient d'être perpétré en mondovision par Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, passons à l'analyse politique de ce fait d'assassinat. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara assassine-t-il Alino Fasso? Il y a un premier niveau d'appréciation. C'est qu'il faut se rendre compte qu'Alassane Dramane Ouattara a une conception criminelle de la politique. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Alassane Ouattara pense que faire de la politique, c'est se donner l'opportunité de tuer les gens afin d'enraciner son pouvoir, de s'accaparer de la machine de l'État et de toutes ses richesses. Car Alassane Ouattara est un serviteur de Mammon. C'est un serviteur de Satan, c'est-à-dire de la matière, du Dieu de ce monde. Pour Alassane Ouattara, c'est l'accumulation des milliards qui est l'indice le plus favorable pour apprécier le succès de l'existence d'un être humain. Alassane Dramane Ouattara est entré en politique, d'abord en refusant de travailler pour son pays natal, le Burkina Faso. À l'époque, le président Thomas Sankara lui avait proposé de travailler comme ministre des Finances de son pays natal. Il a refusé. Il a refusé parce que le régime révolutionnaire du Burkina Faso ne lui correspondait pas. Il ne pouvait pas exercer sa boulimie
financière, sa cupidité financière hors norme, il ne pouvait pas l'exercer, eh bien, au niveau du Burkina Faso. Il a donc choisi d'entrer dans un pays qu'il estimait plus juteux économiquement. Il s'est faufilé pour pénétrer dans la citoyenneté ivoirienne. Vers la fin des années 80, à travers Madame Dominique Nouvian-Folorou et à travers ses parrains de la France-Afrique, du néocolonialisme français, Ouattara surgit à la fin des années 80 comme citoyen ivoirien, alors qu'il avait été connu jusque-là essentiellement comme citoyen voltaïque. De ses études primaires, élémentaires, secondaires, à ses études universitaires et même à sa première carrière dans les banques de l'impérialisme néocolonialiste occidental international, Ouattara fut voltaïque avant de faire volte-face pour devenir ivoirien comme un ver pénètre un fruit. Ce monsieur a donc commencé par, en fait, couper son cordon ombilical avec la terre paternelle, avec la tombe de son père à Sendou, en Haute-Volta. La tombe de ses parents est à Sendou, à Haute-Volta. Il n'y fait pas de pèlerinage, croyant pouvoir faire oublier et aux Burkinabés et aux Ivoiriens qu'il est de là-bas. Donc Alassane Ouattara est quelqu'un qui est entré en politique par le reniement de soi. C'est pour ça que j'ai élaboré pour lui le concept de reniard. Alassane Ouattara est un reniard. Ce n'est pas simplement un renégat, c'est-à-dire quelqu'un qui crache sur la terre dans laquelle il y a son nombril. Parce qu'il a été incapable de reconnaître qu'il est né au Burkina. Il s'est inventé une naissance à Dembokro, en Côte d'Ivoire. Donc c'est le reniement du nombril. Par là, il a rompu la filiation avec ses ancêtres. Il a rompu le chemin de la bénédiction, Alassane Draman Ouattara. Il a rompu le rapport à Dieu. Parce que celui qui renie père et mère ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut adorer que l'anti-Dieu, Shaitan. Donc vous devez savoir que ce monsieur-là, dans le monde, s'est révélé par la négation de soi. Il s'est révélé par l'auto-mutilation. Il s'est révélé par le sacrifice de sa dignité. C'est par là qu'il a commencé son existence d'homme politique. Quand il est entré dans la politique ivoirienne, la brutalité s'est radicalisée dans la politique ivoirienne. C'est lui, comme Premier ministre, qui est auteur des graves exactions dans les campus universitaires des années 90-91. C'est lui, comme Premier ministre du président Houphouët-Boigny vieillissant et pratiquement mourant. C'est lui qui est coupable des grandes brutalités contre l'opposition ivoirienne en février 92. C'est Alassane Ouattara qui est coupable de la tentative de coup d'État constitutionnel contre le successeur constitutionnel Henri Konan Bédié, qui en vertu de l'article 11, en tant que président de l'Assemblée nationale, devait assurer l'intérim du chef de l'État. C'est Alassane Ouattara qui est coupable de ça. Il va tenter un coup d'État en 93, un viol de la Constitution. Et il va fuir la Côte d'Ivoire pour tenter d'instrumentaliser une alliance avec le Front populaire ivoirien du secrétaire général d'alors Laurent Gbagbo et faire un boycott actif de la présidentielle de 95 dans laquelle lui, il était pour le coup d'État. En 1999, le 24 décembre, c'est Ouattara qui fait couler le sang en Côte d'Ivoire pour renverser le régime du président Bédié. C'est Alassane Ouattara qui fait couler le sang pour renverser le régime du président le régime du président Bédié grâce à ses partisans à l'intérieur de l'armée. Alassane Draman Ouattara tente de renverser par la suite le général Robert Gueye qui lui a servi de cache-sexe à son coup d'État de 99. Il va intenter contre lui le complot du cheval blanc. Beaucoup de sang va couler à la résidence du général Robert Gueye en septembre 2000. C'est Ouattara. En octobre 2000, il essaye de voler la victoire à l'élection présidentielle de Laurent Gbagbo à la hussarde, ce qui va provoquer des échauffourées et des centaines de morts à Abidjan. C'est toujours lui. En janvier 2001, Alassane Ouattara, instrumentalisant la jeunesse ivoirienne, qu'il a manipulée à travers la création de la carte de séjour, la proclamation de la charte du Nord, lance une attaque à partir du Burkina Faso, coordonnée par Ibrahim Koulibaly. Ça s'appelle le complot de la Mercedes noire, du 6-7 janvier 2001. C'est toujours lui. C'est Alassane Ouattara qui est le principal pourvoyeur et le principal bénéficiaire du coup d'État du 19 septembre 2002.
dont le commandant opérationnel, Guillaume Kibafori Soro, ancien secrétaire général de la FECI, a clairement dit qu'il avait été fait pour aider l'exclu Alassane Dramane Ouattara à être réinclus au nom du panafricanisme, au nom de la fraternité africaine dans le jeu politique ivoirien. C'est Alassane Ouattara qui, méprisant la première décision du Conseil constitutionnel ivoirien en 2010, laquelle décision dit qu'il a perdu l'élection, préfère la décision de la commission électorale indépendante, juridiquement inférieure au Conseil constitutionnel, avec le soutien de l'ONU et de la France, mène la guerre, provoque 3000 morts en Côte d'Ivoire pour exercer le pouvoir. C'est Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara qui, en 2020, va massacrer plus de 200 Ivoiriens pour imposer une pour-élection. Massacre symbolisé notamment par l'égorgement en plein jour à la machette du jeune Nguessan Kouakou à Daoukro. Nous n'avons pas oublié. Donc Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme qui a pourchassé les chrétiens dans les rues de Côte d'Ivoire avec des bacs à verre, des Mercedes blanches, des armes blanches, des revolvers, des nervis, parce que les chrétiens voulaient faire une marche pour la paix. C'est l'homme qui a jeté dans l'arène en Côte d'Ivoire pour torturer les Ivoiriens une armée parallèle, une armée de mercenaires, laquelle aujourd'hui continue à semer la terreur, notamment organisée autour du grand truand, soi-disant donc, eh bien, colonel Grumman ou général Grumman à l'hôtel Sebroko. Alors, Alassane Dramane Ouattara, c'est un criminel ontologique. Le fait qu'il assassine Alino Faso fait partie de son menu quotidien. Alassane Ouattara ne sait pas s'arrêter. Vous savez pourquoi il tue? Alassane Ouattara tue parce qu'il a peur d'être tué. Mais comme il tue beaucoup, sa peur d'être tué augmente beaucoup, ce qui fait qu'il tue encore plus. Il est pris dans le cercle infernal de la criminalité des tyrans. Les tyrans sont des peureux. Ils sont des peureux parce qu'ils ont fait beaucoup de mal à leur peuple. Ils se disent à tout moment, le peuple va se venger. Voilà pourquoi il tue. Il tue toujours plus. Et comme il tue toujours plus, il a toujours plus de raisons d'avoir peur d'être tué, de craindre des représailles. Il est ainsi pris dans un cercle vicieux qui fait que il finit nécessairement comme il a commencé. Ce qu'il a fait finit par le faire. Le tyran, par définition, tue par peur. Par peur d'être tué. Mais pourquoi a-t-il peur d'être tué, le tyran? Parce que lui l'a tué. Alors par conséquent, pour empêcher que ceux qu'il a tués soient vengés, il tue davantage. Et en tuant davantage, il y a encore plus de gens qui veulent se venger. Ce qui augmente la peur de mourir du tyran et ce qui augmente sa criminalité. Il faut que vous compreniez cette boucle. Il faut que vous compreniez ce cercle vicieux du despotisme. Alassane Ouattara est pris dedans. Tuez-la, c'est sa manière de vivre. Pour qu'Alassane Ouattara se sente rassuré, il faut qu'on lui donne en permanence des victimes. Il lui faut des sacrifices humains. Donc, pour Alassane Dramane Ouattara, prouver qu'il est président de la Côte d'Ivoire par la force, c'est tuer régulièrement quelqu'un d'important. Comptons les gens importants qui sont morts dans les mains de Ouattara. Comptons ceux qui sont morts en exil, comme Mamadou Soumaoro. Comptons ceux qui sont morts dans les mains de Ouattara, comme Amadou Gon, comme Ouattao, comme Ahmed Bakayoko, comme Amadou Soumaoro. Comptons ceux qui sont morts dans les mains de Ouattara Dramane. Et nous verrons que c'est le plus grand sacrificateur humain que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Et c'est aujourd'hui le plus grand sacrificateur humain d'Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara.